Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Warhammer Amateur. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Ça y est, c'est la fin des vacances et elles ont été très chargées pour moi, vous vous en doutez. Donc je redémarre cette nouvelle saison avec plein de petites choses en surprise pour vous. Déjà, avant qu'on commence, je tiens à nouveau à tous vous remercier pour les 10 000 abonnés que nous avons atteints pendant l'été. C'était incroyable, une grande surprise pour moi et vraiment je vous en remercie. Et j'espère que tout ce que je vais vous proposer prochainement avec tout plein de nouveautés vont vous donner encore plus envie de rester sur cette chaîne ou alors simplement de parler de nous. Si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, à liker, commenter et bien entendu partager la vidéo. Si jamais là aussi ce n'est pas fait, le Tipeee est là pour me soutenir financièrement si jamais vous voulez amener votre denier dans cette aventure. Et aussi de nous rejoindre sur Twitch, encore une fois, tous les liens sont en bas dans la description de la vidéo. Alors, comme vous l'avez compris, la vidéo d'aujourd'hui fait partie d'une nouvelle série que je veux essayer de développer sur cette chaîne. Elle est très fortement inspirée en termes de réalisation et de petite ambiance du travail du youtubeur Bataille de France, que je vous conseille absolument, là aussi son lien sera en description, parce qu'il fait un travail génial. Je suis guide conférencier, mon but c'est de vous valoriser le travail de mecs comme ça, c'est sûr et certain. Et tout simplement, en m'étant un petit peu inspiré de son travail, je vais mêler à la fois dans ces nouvelles séries de vidéos, le narratif, mais aussi l'évolution des personnages et de tout ce qu'on pourrait faire dans un monde comme The Old World. Pour vous expliquer, il y a un contexte général donné par Games Workshop et le reste, c'est nous qui le faisons. Bien évidemment, ce sont nos personnages et l'évolution de nos armées sur le champ de bataille ou les champs de bataille qui font évoluer l'histoire. Et c'est justement ce qu'on va essayer de faire. Je vais incorporer dans le narratif posé par The Old World les aventures de certains personnages qu'on joue que très peu ou peu souvent pour pouvoir avoir un impact et une évolution sur le narratif que raconte The Old World. Une précision par rapport à cette série de vidéos. Elle n'est pas faite pour vous apprendre à jouer au jeu The Old World. On aura des séries exprès pour ça, on aura des vidéos entièrement didactiques pour ça aussi, c'est en développement. Mais là, on va vraiment développer le narratif, l'ambiance. Il y a beaucoup plus de musique qu'avant, les vidéos sont beaucoup plus animées. J'ai essayé de faire ce que je peux avec les nouveaux moyens dont je dispose, grâce à vous. Encore une fois, je reste amateur, je le précise bien, mais j'espère que ça vous plaira. Pareil, ma peinture reste une peinture amateur, je ne suis pas un grand peintre, je suis un speed painting, donc voilà, vous n'aurez pas des figurines magnifiques, mais au moins elles seront toutes peintes avec amour, c'est le principal. Mais surtout, c'est les tables qui seront le plus important sur cette série de vidéos. L'immersion est importante, et justement avec tous nos partenaires que nous avons déjà, je vous les rappelle, Rebel Forge, si jamais vous voulez des officiels Games Workshop, pareil, son lien est dans la description. Si vous voulez de l'impression 3D pour les figurines, n'oubliez surtout pas d'aller voir Forge de Fenrir et bien évidemment Forge 3D, qui vont, avec les codes que vous avez en bas aussi, vous proposer énormément de choses que vous verrez dans ces vidéos, mais aussi que vous pouvez découvrir plus tard. Et surtout, c'est le nouveau partenaire que nous avons. Alors partenaire, j'anticipe un peu, mais en tout cas, je lui fais une très 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 grosse pub. C'est Christophe Duquesne. Vous avez déjà vu son travail sur le rapport de bataille Empire, Guerre et du Chaos en termes de décoration de table. Et là, la table que vous allez découvrir dans quelques minutes a été intégralement faite et elles sont vraiment pas chères. Il est sur Instagram, il est sur Facebook. Si jamais vous avez envie de le contacter pour vous commander des tables, elles sont vraiment pas chères, magnifiques et elles sont entièrement modulables. Je lui fais une très 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 grosse pub. Les liens également seront en description. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une nouvelle série de vidéos que j'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce qu'elle m'a pris un sacré paquet de temps de montage, mais c'est pas grave, c'était du pur kiff. J'espère vraiment que ça vous plaira. Profitez bien et commençons les batailles pour Old World. Dans le monde de Warhammer, les principautés frontalières sont des territoires sauvages, difficiles et souvent mortels. Cet ensemble bigarré de petites cités et de fortins s'étale entre les terres arides, la Tillée, les montagnes grises et le golfe noir. C'est la terre des exilés, des mercenaires et des petits seigneurs venus de tous les horizons
en quête d'un bout de terrain à dominer. Totalement autarciques, les cités indépendantes qui se sont développées ici ne sont pas connues pour leur entraide. Il n'est pas rare que l'une d'entre elles disparaisse sous les assauts des peaux vertes, sans que ses voisines ne viennent à son secours. C'est cette dure réalité qui fait des principautés frontalières une terre sans foi ni loi, où seuls les plus forts, les plus malins ou les plus chanceux survivent. Si les échanges diplomatiques sont rares, les transactions commerciales et les flux de population existent bel et bien. Ainsi, des traditions, modes de vie et même cultures unissent ces petits royaumes indépendants. Les légendes urbaines sont communes par exemple. C'est ainsi qu'au début de l'année 2276 du calendrier impérial, on raconte, dans les principautés frontalières, qu'un mystérieux courtisan voyage de cité en cité. Il vient pour annoncer un terrible présage, la résurrection de Septa l'Amarantine, un ancien et puissant roi des tombes. Installé plus au sud des cités des principautés, le peuple de Nehekhara, autrefois humain et désormais damné par la malédiction de la non-vie, réside. Il représente une grande menace et une terreur sans nom pour les peuples libres voisins de cette région du monde. Cependant, ce n'est pas la première fois qu'une telle légende parvient aux oreilles des hommes. Les morts ont déjà lancé des armées de squelettes et d'amalgames à l'assaut du monde connu dans les millénaires passés. Et face à ce péril, un peu à l'image du Kislev face au chaos au nord, les principautés frontalières sont le premier rempart des vivants contre les morts au sud. C'est pour cela qu'une légende comme le retour de Septa l'Amarantine n'est pas prise à la légère par les différentes autorités locales. D'ordinaire si individualistes, les seigneurs s'unissent partout sous la bannière du baron Karad de Quenel, un chevalier originaire de Bretonie. Une grande croisade visant à surprendre les forces de Khemri se mit en branle au printemps 2276. Principalement composée de chevaliers, de mercenaires et de guerriers souhaitant prouver leur valeur, la croisade du baron Karad prit la mer et s'enfonça profondément dans le désert, confiante et déterminée. Mais la terre des morts porte bien son nom. Après de longues journées à errer entre les dunes, le baron et ses hommes sont surpris par l'ost de Septa caché sous les sables. Malgré un courage exemplaire, Karad est tué par le roi des tombes en combat singulier et son armée est dévastée. En débâcle après la mort du baron, les derniers chevaliers décident de se replier hors des terres de Nehekhara et partent en direction des hauts plateaux dans les terres arides. Poursuivis, vaincus et acculés, les chevaliers survivants combattent une dernière fois les forces de Septa, non loin du Golfe Noir, protégeant la retraite des soldats qui embarquent pour rentrer chez eux. Et c'est lors de cette bataille désespérée que le destin des principautés frontalières bascule. Grâce à des actes héroïques et à la volonté des dieux, les survivants de l'expédition du baron parviennent à abattre le roi des tombes et à prendre la mer. Les survivants rentrent chez eux victorieux mais harassés par une campagne plus qu'éprouvante. Peut-être que les humains pensaient avoir limité les pertes, ou peut-être étaient-ils conscients de leur échec. Les écrits sont assez flous sur le retour dans les principautés frontalières. Certains se vantant, d'autres ne parlant plus jamais des horreurs aperçues dans le désert. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun n'imaginait réellement les conséquences de cette expédition. En tuant un commandant aussi important que Septa, ces hommes attirèrent le courroux de Settra l'impérissable, le roi du désert, le plus terrible et le plus puissant monarque des rois des tombes. Immédiatement, le roi des rois ordonna à ses anciens sujets de se réveiller. Des légions squelettiques sortirent des sables, mettant cap vers l'ancienne cité portuaire de Zandri. Les chantiers navals reprirent alors une forme de vie, ou plutôt de non-vie. Machinalement, froidement, la construction d'une flotte d'invasion gigantesque se mit en place. Settra envoya en avant-garde le prince
Ptoléthore le radieux, accompagné du prêtre liche Néferkaré, qui, grâce à sa magie, prit la charge de guider les morts jusqu'à leurs victimes. Le prince avait pour objectif d'avancer vers la cité de Bouclia, puis vers la grande cité côtière de Matorea, brûlant tout village ou cité sur son passage, annonçant la future arrivée de Settra. Cependant, les Néhécariens n'avaient pas prévu qu'après la mort du baron Karad, c'est un autre exilé bretonien qui prit les rênes de la défense des principautés. Sir Cécile Gaston, le tueur de Guivres, bien qu'exilé, comprit que les Néhécariens viendraient se venger. Il rassembla un grand nombre de combattants pour faire face à l'invasion. Bien que charismatique, il savait qu'il n'aurait jamais assez d'hommes. Il dépêcha de l'aide dans son ancienne nation bretonnienne, demandant assistance aux nobles seigneurs et chevaliers de la Dame. En attendant ces renforts, il s'agissait de tenir face à l'avancée mort-vivante. Relayées par Pégase, les nouvelles arrivèrent bien vite en Bretonie. Malgré de nombreux raids orques dans le nord du pays, le duc Gastille, surnommé la Main Rouge de Brionne, et son voisin direct, le duc Jaspierre II de Gascogne, décidèrent tous deux de répondre à la demande de Cécile. Les deux puissants seigneurs se retrouvèrent au château de Gascogne et établirent un plan. Il fallait emmener des renforts au plus vite dans les principautés, tout en tentant de surprendre l'empire de Néhékara. Fier d'affronter l'ennemi face à face, la Main Rouge de Brionne se porta volontaire pour emmener avec lui son armée par la terre. De son côté, le duc Jaspierre II proposa de surprendre l'adversaire là où il s'y attendrait le moins. Appartenant à une très ancienne famille de croisés, sa maison possédait plusieurs domaines en Arabie, permettant ainsi à une force de débarquer sur le flanc ouest de Néhékara et d'attaquer l'ennemi sur un autre front. Cette idée parut tout d'abord folle aux yeux de Gastille, car le port de Zandri, situé sur la terre ouest de Néhékara, était désormais l'embarcadère de toutes les armées de Settra. Envoyer des hommes attaquer ce front serait du suicide. Mais Jaspierre avait un autre plan. Attaquer après l'embarquement et le départ de Settra. Le but était de tenir le front au nord, dans les principautés frontalières, et de surprendre l'adversaire par l'ouest, sur ses propres terres. Si d'autres plans ont pu être discutés, c'est en tout cas celui-ci qui fut choisi. Pendant toutes ces tractations, Ptoléthore le radieux et son avant-garde continuaient leur office. Les cités de Cassos et de Tessos, bien qu'ayant à opposer une farouche résistance, tombèrent l'une après l'autre. Pressés par l'attaque de l'avant-garde néhécarienne, les deux seigneurs bretoniens sonnèrent le départ. Ils se quittèrent avec leurs armées, en priant la Dame que leur action changerait la donne dans cette guerre. La Main Rouge prit la route à travers les montagnes, tandis que Jaspierre II prit la mer avec ses troupes. Malgré les milliers de morts, les habitants des principautés continuèrent d'encaisser l'invasion, attendant l'arrivée de la Main Rouge et de son armée. Après des semaines de violents affrontements, l'armée de Ptoléthore fut suffisamment ralentie par la résistance de Cécile pour que l'host de la Main Rouge arrive et, sur une grande bataille, détruise l'avant-garde néhécarienne. Apprenant la défaite de son avant-garde, la rage aveugle de Settra éclata comme prévu. Il ordonna le départ de l'ensemble de ses forces navales regroupées à Zandri. Plus à l'ouest, ayant débarqué à Alaïque après un long voyage, l'armée de Jaspierre II apprit le départ des troupes néhécariennes par les pirates arabéens de la côte. Cela faisait des jours qu'ils attendaient dans la cité arabéenne. Lorsque les milliers de barges remplies de morts-vivants prirent la mer, ce fut le signal pour Jaspierre II et son armée d'entrer en piste. Le duc de Gascogne, Jaspierre II, était reconnu unanimement comme un grand combattant et un pourfendeur de monstres redoutables. Il avait réussi sa quête du Graal 12 ans avant même de devenir duc. Diplomate et courageux, sa renommée était exemplaire. Mais malgré tout cela, ce qui faisait le plus parler de lui, c'était ses filles.
Après la mort de sa femme, alors que le duc était en quête du Graal, ses 2 filles furent touchées par le destin. Son aînée, Mila, fut emmenée par les magiciennes de la Dame du Lac à l'âge de 8 ans, l'année où son père revenait victorieux de sa quête du Graal. La jeune fille montrait des signes de magie et s'en alla apprendre les puissances de l'éther avec les servantes de la Dame. Sa cadette, Anne, possédait un tempérament bien plus fougueux que sa sœur et elle décida de suivre les traces de son père. Bien au-dessus des messes basses de la cour, Jaspier II lui accorda le privilège de chevaucher et même de porter ses armoiries uniquement si elle acceptait de suivre un entraînement strict, long et rigoureux. Durant 20 ans, elle suivit son père absolument partout, attirant certains regards désapprobateurs des chevaliers conservateurs, mais prouvant également sa valeur sur le champ de bataille. Ce n'est que depuis 2273 que la famille du duc fut réunifiée par le retour de Mila, désormais damoiselle de la Dame. Et c'est ce père et ses 2 filles qui menaient l'ost depuis Alaïque. Le contingent de Gascogne qui suivait Jaspier II n'était certes pas l'immense armée de Gastide Brionne, mais il était suffisamment important pour menacer les positions défensives dégarnies du désert. Grâce à ses connaissances et à ses alliés locaux, Jaspier II divisa ses forces. Il mènerait à la tête de ses meilleures troupes et de ses alliés l'assaut principal par voie terrestre, suivant l'ancienne route de Bel-Aliad pour attirer à lui les forces ennemies à l'aiguille de Sekhmet, l'un des grands obélisques gardiens de la frontière néécarienne. Pendant ce temps, ses filles prendraient la mer avec une force moins importante et attaqueraient un autre obélisque, le monument de Kath, situé non loin des côtes du Golfe Noir. Si cet assaut conjoint réussissait, l'ouest de Zandri serait totalement pris au dépourvu et le port majeur de Néhékara serait grandement menacé. Lorsque l'ordre fut donné de quitter Alaïque après le départ des forces de Settra, le duc Jaspier II embrassa ses filles et partit avec son ost à travers les dunes du désert. Mila et Anne, quant à elles, prirent la mer et partirent pour le monument de Kath. Dans le folklore arabéen, le monument de Kath était connu comme un oasis maudit. Construit bien avant la naissance de l'empire de Sigmar, cet endroit fait partie d'une frontière tacite entre le peuple arabéen et les terres néécariennes. Le peu d'hommes qui en étaient revenus parlaient de murmures provenant de monuments antiques, de migraines terribles provoquées par les émanations magiques des lieux et de créatures cachées sous les sables, prêtes à bondir sur le premier intrus. Une vieille légende raconte même qu'aucun être vivant ne pouvait atteindre ou toucher le grand obélisque sans voir son âme être arrachée de son corps et aspirée par le monument. Malgré cela, Mila et Anne savaient qu'elles ne pouvaient pas reculer. C'est l'aînée, Mila, qui commandait l'armée. Son aura de puissance magique était accentuée par le groupe de chevaliers du Graal qui l'accompagnait. À ses côtés, portant fièrement l'étendard familial, Anne dirigeait le grand fer de lance de chevaliers du royaume qui composait leur armée. Un régiment d'hommes d'armes servait d'équipage et d'infanterie de ligne aux sœurs, tandis que 2 bandes d'archers paysans leur faisaient office d'éclaireurs. Selon les écrits qu'ils avaient étudiés à Alaïque, un contresort élaboré suffirait à rendre muet l'obélisque et à affaiblir toute la frontière ouest de Néhékara. Accostant par le nord et progressant droit sur leur objectif, les sœurs menèrent leurs hommes à la bataille. Échouer ici serait condamner les principautés frontalières et tous les habitants à une invasion sans pitié et sans fin des armées de Settra. Elles seraient victorieuses ou elles mourraient en essayant. Les éclaireurs de Dame Mila étaient les premiers à entrer dans l'oasis.
Prenant une position légèrement en hauteur en gravissant les marges de quelques monuments, les archers ne remarquèrent aucune activité récente. Ils firent un signe à l'armée derrière eux, et les hommes d'armes ainsi que les chevaliers avancèrent. Tous étaient prêts au combat, car bien des histoires mentionnaient les attaques sournoises et les embuscades des rois des tombes, et un obélisque faisant partie de la ligne de frontière ouest de Nehekhara ne serait certes pas sans protection. Une fois la grande arche traversée, l'ennemi se montra enfin. Sortant des sables tels des scarabées enfouis, une grande cohorte de combattants en armure de bronze et équipés d'hallebardes se positionna sur le chemin de l'obélisque. Au beau milieu de ses rangs, Anne aperçut une antique bannière appartenant au roi Hamilcar d'Encortep. Mila, quant à elle, ressentait au milieu de ses gardiens des tombes la présence d'un mage du désert. Comme sortant d'un mirage, une multitude d'archers squelettes prirent position autour de l'obélisque, prêts à abattre une pluie de projectiles sur les Bretoniens. Enfin, sur chaque flanc, les deux monuments tremblèrent quelques secondes, d'étranges mécanismes faisant sortir de leurs catacombes des constructs impressionnants. Un immense scorpion des tombes et une redoutable arche des âmes damnées sortaient des entrailles des bâtiments, comme si l'arrivée des Bretoniens avait été annoncée. Mila et Anne se regardèrent l'une l'autre pendant l'arrivée des troupes néhékhariennes. Chacune d'entre elles posèrent pied à terre, un genou au sol. Les chevaliers firent de même, et tous ensemble, laissant leur adversaire se préparer, le contingent bretonien pria pour que la dame veille sur eux. Quelques secondes plus tard, tous remontèrent sur leurs montures et dégainèrent leurs armes. La bataille pouvait commencer. La cohorte néhékharienne s'avança légèrement pour se positionner face à l'énorme fer de lance de chevalier du royaume, le scorpion des tombes en faisant de même. Une étrange lueur grisâtre semblait englober les gardiens des tombes, et Mila reconnut bien là quelques sortilèges. Ce fut ensuite un hurlement d'outre-tombe qui résonna. L'arche s'ouvrit et un rayon de lumière d'améthyste fonça en direction des nobles chevaliers du Graal. Totalement stoïques face à cette menace, les nobles protecteurs de Dame Mila ne bronchèrent pas d'un pouce, et la lumière morte ne fit que passer, sans même inquiéter les chevaliers. Les deux sœurs échangèrent un autre regard, et Anne dégaina sa lame et la tendit en direction de l'obélisque. Comme un seul corps, les Bretoniens se mirent en branle. Mila se mit à psalmodier un sortilège, mais malgré sa puissance, sa magie visant à bénir ses protecteurs fut stoppée dans son incantation. Protégés des hallebardiers par une ruine, les chevaliers du Graal épéronnèrent leurs montures en direction du monument, les gardiens des tombes se concentrant plutôt en direction du second groupe de chevaliers. Anne et ses nobles du royaume suivirent sur le flanc gauche les protecteurs de Dame Mila. Derrière, les hommes d'armes fermaient la marche pour protéger les arrières des cavaliers. L'ennemi était fourbe, il fallait se méfier des attaques sur les flancs. Les archers bretoniens, quant à eux, envoyèrent des volées de flèches à l'aide de leurs grands arcs sur les amalgames morts-vivants, et, guidés par la dame, certaines atteignirent leur cible. Voyant avancer à vive allure en direction de l'obélisque les Bretoniens, la grande cohorte de gardiens des tombes se mit définitivement en position pour se préparer à la charge des chevaliers. Toujours auréolés de cette étrange lumière les englobant, les hallebardiers tendirent leurs armes en avant et attendirent. Le prêtre Lich fit signe au scorpion d'attendre pour menacer également les chevaliers, et d'un simple murmure, il indiqua au reste de ses troupes de prendre pour cible les protecteurs de Dame Mila. L'arche s'ouvrit de nouveau, et son rayon fonça en direction des chevaliers, mais la lumière fut stoppée net et disparut en un éclair lorsque Mila la balaya d'un revers de la main. La magicienne souriait face à cette magie nécromantique impie. Cependant, elle remarqua que le ciel était tout d'un coup moins brillant, et elle remarqua la pluie de flèches lancées sur son régiment. En un geste, les boucliers de ses chevaliers se levèrent, et l'intégralité des projectiles ne fit que rebondir sur les épaisses armures de ces hommes bénis par la dame.
Surpris par tant de lâcheté, Dame Mila ne put bénir le groupe de combattants de sa sœur. Accompagné par un corps puissant et guidé par la bannière de la maison de Gascogne, Anne et ses chevaliers du royaume lancèrent leur charge sur la cohorte néécarienne. Mila savait qu'un maléfice englobait les hallebardiers et que la charge de sa sœur était extrêmement risquée, surtout avec la présence du scorpion des tombes sur le flanc gauche. Mais la vitesse était primordiale. Il fallait atteindre l'obélisque au plus vite. La magicienne et ses chevaliers du Graal s'avancèrent sur le flanc droit, menaçant à la fois l'arche et les archers. Mais quelque chose oppressait l'esprit de Mila, comme des présences qui approchaient. Elle se retourna sur sa selle et fit signe à ses hommes d'armes. Ces paysans comprirent la manœuvre et se positionnèrent sur le flanc droit, armant leurs armes face aux dunes de sable. Quelque chose approchait. Passant au-dessus d'eux, de nouvelles volées de flèches partirent en direction des troupes néécariennes. L'un des gardiens de l'arche fut atteint en pleine tête, mais malheureusement, aucun autre trait n'atteignit sa cible. Certains visages des archers se crispèrent face à cet échec, mais lorsque le sol se mit à trembler, les paysans bretoniens sourièrent. Dame Anne et le fer de lance des chevaliers du royaume chargeaient. Hurlant le nom de son père, Anne et ses chevaliers percutèrent la ligne d'hallebardiers roi des tombes. Les lances se brisèrent sur les armures d'écailles, les lames glissèrent sur les caparaçons, les boucliers se fendirent sous la puissance de la charge. Les gardiens des tombes furent lourdement bousculés par la charge bretonienne, mais grâce à l'aura d'illusion qui les entourait, nombre d'entre eux virent passer une lance de cavalerie à quelques centimètres de leur visage. Anne laissa ses chevaliers fracasser la ligne adverse. Pendant sa course, elle avait légèrement obliqué la charge de son cheval pour se diriger vers l'étendard ennemi. Le héros, mort-vivant, qui portait cette bannière, vit la chevaleresse foncer sur lui, et il accepta le défi. La lame du combattant néécarien s'illumina en une seconde. Il prit une position parfaite pour abattre Anne. Lui aussi, auréolé de cette magie d'illusion, il savait où et quand frapper pour tuer un cavalier en une seconde. Mais Anne n'était pas un chevalier ordinaire. Son père l'avait entraîné personnellement pendant plus de 20 ans. La chevaleresse arma son arme d'une telle manière que le héros ne put rien faire. En une fraction de seconde, les deux porteurs de bannières entrèrent en contact. La seconde suivante, l'oriflamme de Gascogne était droit au-dessus des morts, tandis que celui d'Encortep gisait au sol, le héros coupé en deux par la charge de Dame Anne. Le combat fut radical. Les 2/3 des gardiens furent pulvérisés par la charge. Cependant, il ne s'agissait pas d'hommes, mais bien de morts vivants. Il n'y eut nulle panique, aucun cri de peur. La ligne néécarienne ne recula presque pas face à la charge, et Anne et son fer de lance comprit que tout ceci était prévu. Elle croisa le regard du prêtre Lich à l'abri au milieu de ses troupes, et en un instant, elle comprit. Elle tourna la tête à gauche et vit s'approcher l'immense scorpion des tombes. Puis, des sons de cavalcade résonnèrent. Des renforts néécariens approchaient. Derrière les lignes de chevaliers, des chars squelettiques et des cavaliers morts-vivants fonçaient en direction de l'infanterie. Les paysans bretoniens avaient bien suivi les ordres de Mila. Lorsque le contingent de chars squelettes sortit des dunes, ils étaient prêts. Les auriges lancèrent leurs machines depuis les hauteurs des dunes et entrèrent violemment en contact de la ligne paysanne. De son côté, Anne vit fondre sur son régiment le scorpion géant, plongeant pince en avant sur ses hommes. Les cavaliers légers, quant à eux, se dirigèrent vers l'arrière des chevaliers, criblant de leurs tirs les archers bretoniens. Un des éclaireurs fut tué par une flèche, mais c'est la nouvelle pluie de projectiles en direction des chevaliers du Graal qui fut impressionnante. Alors que l'arche des âmes damnées produisait de nouveau sa lumière morte, l'attention des Bretoniens fut portée sur le sortilège et non les archers. 3 protecteurs de Dame Mila furent tués par la pluie de flèches. Le prêtre Lich néécarien fit naître un sourire sur son visage momifié. Avec la violence de Petra, le scorpion tua sur le coup 2 chevaliers.
Cependant, lorsque le mage mort-vivant vit arriver sur lui cette chevaleresse qui avait abattu son héros, il fit un signe à son champion de cohorte. Le gardien s'approcha de Dame Anne pour lui déclarer un autre défi. La jeune femme arma son bras en acceptant et décapita sans ménagement le combattant des dunes. Un autre chevalier fut tué par une hallebarde des guerriers avant que 2 d'entre eux ne soient piétinés par la chevalerie bretonnienne. Malgré le renfort du Scorpion, rien n'était encore joué. Du côté des chars, les hommes d'armes furent admirables. Bien que leur première ligne soit oblitérée par la violence de l'assaut, les auriges morts-vivants ne purent briser le mur de boucliers. Et grâce à l'obstination de frère Guillaume, le moine du Graal présent dans les rangs, les paysans encaissèrent le choc et reculèrent méthodiquement en bloquant sur place les chars squelettes. Les Bretonniens étaient assaillis de toutes parts. Seuls les archers et Dame Mila avec ses chevaliers du Graal pouvaient encore bouger. La magicienne observa autour d'elle. Elle n'avait pas le choix. Les archers et l'obélisque étaient encore trop loin. Il fallait d'abord se débarrasser des ennemis sur les flancs. Elle se retourna à nouveau et par un geste simple, elle ordonna la charge générale. Tendant son bâton au-dessus de sa tête, elle émit une lumière bienfaitrice qui se propulsa sur les chevaliers du royaume et sa sœur Anne. Puis, abaissant son bâton, elle émit un cri qui fut repris à l'unisson. Les régiments d'archers, comprenant qu'il fallait arrêter les renforts ici, chargèrent les nouveaux venus. Cavaliers légers et chars reçurent de plein fouet la charge des régiments de paysans. Enfin, abaissant leurs lances, les derniers chevaliers du Graal foncèrent en direction de l'Arche des âmes qui les menaçait depuis le début de l'affrontement. Il n'y eut ni tir, ni manœuvre, seule la violence du combat au corps à corps. Les charges des archers n'étaient pas les plus gracieuses, mais elles apportèrent un soutien notable. Les cavaliers légers supportèrent l'assaut mais ne purent se sortir du corps à corps. Les chars, désormais bloqués dans la ligne de défense bretonnienne, furent plus surpris, un des constructs se faisant détruire par l'effort commun des troupes paysannes. Mila et ses protecteurs pulvérisèrent les troupes gardant l'arche en quelques secondes. Cependant, lorsque l'artefact explosa par la mort de ses gardiens, les âmes errantes arrachèrent la vie d'un des gardiens de Mila, la laissant désormais seule avec le dernier survivant de ses chevaliers. Enfin, Anne et ses chevaliers continuaient la mêlée contre l'amalgame et les hallebardiers. L'aura de magie néfaste qui englobait les gardiens gênait toujours les cavaliers, mais lorsque une hallebarde parvenait à percer une armure, une magie incroyable refermait les blessures des mourants. Seule la jeune femme parvint à atteindre le prêtre Lich et lui trancha un bras sans pour autant réussir à le tuer. Il ne restait que quelques guerriers et le Scorpion à abattre. Anne savait que tuer cet immonde sorcier permettrait d'avoir un avantage certain. Elle prit une seconde pour regarder en direction de sa sœur et elle la vit prête à fondre sur l'obélisque. Anne souria, mais lorsqu'elle aperçut l'immense ombre approcher derrière sa sœur, la peur se saisit de son esprit. Mila, comme si elle avait ressenti la peur de sa sœur, se retourna et vit fondre sur elle une immense créature squelettique volante. Fondant du ciel, en émettant un rire machiavélique, le roi des tombes, Hamilcar d'Ancortep, libéra la toute-puissance de son dragon d'os. Comment ces pathétiques humains avaient pu penser le surprendre? Il était le gardien de l'obélisque de Cath. C'est lui qui avait laissé ses hommes pénétrer son domaine pour mieux les surprendre. D'un ordre, il fonça sur Mila et son dernier chevalier. L'immense créature se dirigea vers la magicienne, mais tout à coup, sur son chemin, se dressa le dernier chevalier du Graal. Dégainant son épée, le gardien fit signe à Hamilcar de répondre à son défi. Le roi, bien trop heureux de prouver sa supériorité, arma son immense fléau et frappa sans même saluer son adversaire. Par un miracle digne de la dame, le chevalier esquiva les coups en se courbant sur sa selle. Malheureusement, les crocs du dragon d'os le saisirent l'instant suivant
et l'éclatèrent sous leur propre pression. Mila leva les yeux, resta stoïque, et vit les griffes du dragon se refermer sur elle. Anne avait entendu le rugissement du dragon, mais ne pouvait pas y prêter attention pour l'instant. 3 de ses chevaliers venaient d'être tués par ce maudit scorpion. Elle fit ruer son cheval qui pulvérisa un gardien avant que d'un coup net, elle ne finisse enfin par trancher la tête de ce maudit sorcier. Certes, leur mage avait été enfin détruit, mais les derniers hallebardiers et l'amalgame refusaient toujours de mourir. Elle se repositionna sur ses étriers, et soudain, elle vit le roi sur son dragon, tendant au-dessus de lui le cadavre de sa sœur. Le temps sembla s'arrêter. Son corps fut parcouru par une avalanche de sentiments. La tristesse, la peur, l'injustice, la culpabilité. Puis d'autres sentiments suivirent. La colère, la justice, le devoir. Le visage se couvrant de larmes, Anne tendit haut la bannière de son père et hurla. Accompagnant son cri, des hollas de victoire résonnèrent derrière elle. Par la volonté de la dame, les chars finissaient d'être détruits par l'assaut conjoint des hommes d'armes et des archers, tandis que les cavaliers néécariens étaient l'un après l'autre désarçonnés. Certes, les lignes arrières se dégageaient, mais le roi et son dragon étaient des adversaires beaucoup trop puissants pour Anne et ses derniers chevaliers. Cependant, son honneur portait au-dessus de tout. Elle donna un coup de bassin, et son cheval se mit en position en bousculant un des gardes des tombes, et elle hurla son défi face au monstre. Le roi sourit face à cet effronté qui croyait avoir une chance contre lui. Il leva haut son arme et répondit à la provocation. Et c'est alors qu'ils arrivèrent. Accompagné du son d'un corps d'argent plongeant du ciel, le duc, Jaspier II et un trio de ses meilleurs chevaliers Pégases arrivaient. Filant depuis les cieux, le duc comprit la situation désespérée dans laquelle sa fille se trouvait. Ses hommes et lui chargèrent de plein fouet le scorpion et les derniers hallebardiers. Les paysans, ayant reconnu leur duc, hurlaient son nom tout en se dirigeant vers l'obélisque. De grandes volées de flèches furent propulsées vers le roi des tombes, sans succès certes, mais démontrant bien que la détermination bretonnienne était toujours là. L'arrivée des renforts fut fatale pour les morts-vivants. Jaspier II fendit l'air et pulvérisa à lui seul les derniers hallebardiers. Ses chevaliers n'eurent aucun mal à détruire le scorpion des tombes qui malmenait les chevaliers de Dame Anne. Ils furent si efficaces qu'ils continuèrent sur leur lancée et percutèrent les archers sur le monument. Anne et son dernier chevalier encore en vie les suivirent, prêts à charger les derniers morts. Le duc, quant à lui, n'eut que le temps de croiser le regard de sa fille pour comprendre. Il tira sur les rênes de son Pégase et fit face au dragon. Hamilcar hurla sa colère. Son armée commençait à se désagréger par la mort de ses hiérophantes, mais qu'importait cela? Un adversaire à sa mesure venait d'arriver. Il lâcha le cadavre de la magicienne au pied de son dragon et intima à sa monture de charger. Le cavalier adverse chargea également, sans éprouver la moindre hésitation. Accompagnant sa charge, les derniers archers rois des tombes lancèrent leurs flèches en direction de Anne, et le dernier des chevaliers du royaume fut tué, laissant la jeune femme seule, mais bien en vie. Le roi et sa monture frappèrent de toute leur puissance le duc. Mais alors qu'il pensait être plus rapide, c'est bien l'humain qui frappa en premier. La lance de joute éclata sur les os de nécrolite du dragon, brisant plusieurs de ses côtes. Hamilcar fit un grand moulinet de son fléau et atteignit son adversaire à l'épaule. Le duel fut extrêmement violent,
les deux adversaires se blessant l'un l'autre, sans pour autant que l'un d'eux ne prenne le dessus. Pour le reste des morts vivants, malheureusement, la mort du hiérophante sonna la fin des combats. Les cavaliers légers furent vaincus par les archers bretoniens, tandis que les Pégases exterminèrent un groupe d'archers au pied de l'obélisque. C'est lorsqu'Hamilcar vit la chevaleresse charger les derniers archers avec le soutien des chevaliers Pégases fraîchement arrivés qu'il comprit que le monument de Cath allait tomber. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, tuer son adversaire pour pouvoir se replier et prévenir de l'attaque bretonienne. Les derniers archers squelettes ne firent pas le poids face à la charge d'Anne et des chevaliers Pégases. Jaspir II comprit que son adversaire voulait en finir rapidement. Il prit un nouveau coup violent, lui arrachant son bouclier des mains. Son sang béni par le Graal coulait le long de son flanc. Sa lance était brisée par la charge, et le dragon ouvrait grand la gueule pour le pulvériser de ses mâchoires. Le duc de Gascogne dégaina alors son épée et effectua le coup qui l'avait rendu célèbre. Utilisant la souplesse de sa monture et sa propre dextérité, il fit plonger vers le roi son Pégase, décrivant un coup de lame circulaire autour du cou du dragon. En un clignement d'œil, sa lame était plongée à l'intérieur du torse du roi. Les yeux bloqués dans la surprise, Hamilcar n'eut que le temps de voir la tête de son dragon, détachée du reste du corps, tomber au sol, avant que la magie nécromantique ne quitte son propre corps. La myriade de scarabées qui explosa s'enfuit alors, laissant dans les cieux Jaspir II, aux portes de la mort, exténué, mais vainqueur. Le duc se redressa, et lorsqu'il vit sa fille cadette porter haut ses couleurs au pied de l'obélisque, il savait que son plan avait fonctionné. Son armée avait écrasé les troupes nécariennes à l'aiguille de Sekhmet en quelques minutes, et grâce au sacrifice de ses filles et à son arrivée, le monument de Cath était également entre leurs mains. La frontière ouest de Nehekhara était ouverte. Le port de Zandri était désormais vulnérable. Mais le prix à payer lui avait coûté cher, très cher.